Bonjour Eric, nous sommes Bonjour. ici à Belleville, dans les jardins de Belleville, pas uniquement parce que c'est une des plus belles vues de Paris, le débat est ouvert, mais en tout cas elle est magnifique, mais aussi parce que, à vous lire dans Paris sous tension, Belleville garde, comme d'autres quartiers de Paris, une énergie particulière, et vous dites un pouvoir d'insurrection. Ma première question c'est celle-ci, qu'est-ce qui distingue Belleville d'autres quartiers de Paris? Il y a un passé d'abord. Je crois assez à l'esprit des lieux. Je pense que à Belleville, il y a tout un passé qui remonte à la Commune de Paris. Quand même, la dernière semaine de résistance de la Commune de Paris, elle s'est passée ici. Et pendant la guerre, c'était un quartier de résistance. Et d'ailleurs, les plaques sont très nombreuses dans ces rues autour de là où nous sommes. Là, les plaques sont très nombreuses qui rappellent les noms de ceux qui ont été ici déportés, fusillés, torturés, qui sont d'ailleurs pour la plupart des étrangers. Beaucoup de juifs polonais, beaucoup de gens de l'Est qui ont été raflés, fusillés, torturés. Tout autour d'ici. Donc il y a un passé à Belleville. Et puis il n'y a pas qu'un passé, il y a évidemment aussi un présent, heureusement. Et c'est peut-être avec Barbès, le coin de Paris, où la population est la plus mélangée. Et ça résiste finalement à la gentrification. Il y a des rues qui tombent, hein, qui sont rénovées, évidemment, qui ne sont pas réhabités par leurs habitants d'origine. Mais quand même, on peut dire que, en partie grâce aux Chinois, c'est un quartier qui tient bon, qui n'est pas investi par des gens. C'est rigolo parce qu'au fond, on déplore l'envahissement des quartiers par des gens qui sont comme nous, hein, qui sont... vous, libraire, moi, éditeur, les autres, designers, photographes, réalisateurs, architectes. Balzac, ça date quand même d'un bientôt 2 siècles. Il dit « Hélas, le vieux Paris disparaît à une vitesse étonnante ». Donc déjà Balzac disait « c'est plus ce que c'était ». Je pense qu'il faut se garder de ce sentiment, il faut se garder de la nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment assez niais, la nostalgie. Je pense qu'il faut regarder devant. Il ne faut pas regarder derrière. Enfin, il faut savoir ce qui se passe derrière et regarder devant, voilà. Le Grand Paris, il est là, il est sous nos yeux. Il existe d'ores et déjà. Hein. Parce que Paris est déjà en train de sauter par-dessus la dernière barrière qui est celle du boulevard périphérique. Qui, bien que ce ne soit pas une enceinte militaire, est extrêmement difficile à sauter. Pour des raisons qui tiennent à la géographie, parce que le vide est très large. Beaucoup plus large que quand on a démoli le mur des fermiers généraux. Si on descend là et qu'on arrive au carrefour de Belleville, on a d'un côté la rue du Faubourg du Temple, de l'autre côté la rue de Belleville, et entre les deux le mur des fermiers généraux. La jonction, il a suffi d'enlever les pierres pour que la jonction se fasse. Là, si on va du côté de la porte de Bagnolet, de la porte de la Chapelle ou de la porte des Lilas, on a devant soi un vide de plusieurs centaines de mètres. Pas facile à combler. C'est facile à combler avec du faux, avec des espaces verts, des fontaines et des... Comme à la porte des Lilas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire reconstituer une barrière qui, au lieu d'être un flux autoroutier, sera des canettes de bière dans des fontaines. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle de la force insurrectionnelle de Paris, on ne peut pas se limiter au Paris intramuros, on ne peut pas se limiter à là où nous sommes, disons de Barbès à Charonne. Si on se limite à ça, ça veut dire que la force de rupture de Paris, elle est limitée à un tout petit segment. Si on pense au contraire qu'aujourd'hui, il faut penser Paris qui intègre les Lilas, Romainville, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, là c'est autre chose. Là ça devient autre chose. Là, la dynamique insurrectionnelle, on la voit bien là, à ce moment-là.
Donc je pense que les projets, si on parle des projets officiels du Grand Paris, c'est pas ça du tout. Projet officiel du Grand Paris, il y a le plan de Sarkozy qui est un plan qui est fondé sur les communications. Et quand on regarde son plan de voies rapides, de train, de tramway, c'est une centrifugeuse en fait. Ça fonctionne par des cercles concentriques. C'est vraiment destiné à envoyer les populations du nord, les envoyer à l'est, celles de l'est au sud, etc. De manière à ce que les pauvres tournent autour de la ville. Alors que, évidemment, que le Grand Paris devra, le jour venu, reconstituer des chemins centripètres, radiaux. Mais ça suppose une volonté. Ça suppose la volonté de voir venir au centre de la ville les gens qu'on a eu beaucoup de peine à expulser. Et donc, la difficulté du Grand Paris, elle est non seulement physique, cette distance que j'ai dite, l'emprise du périphérique et des maréchaux très large, elle est aussi politique, c'est-à-dire pourquoi faire des efforts pour récupérer des gens qu'on a eu tant de mal à faire partir. Il y a quelques années, dans un livre d'entretien que vous aviez fait paraître aux Prairies Ordinaires, vous y racontez votre parcours, et vous vous définissiez, en 3 termes, évidemment, ça n'explique pas tout, mais ça disait déjà pas mal de choses. Vous vous disiez, je crois que je suis parisien, communiste et optimiste. Est-ce que vous reconnaissez toujours, quelques années après, dans ces 3 termes? Ouais. Parisien sûrement. J'ai toujours vécu à Paris, sauf pendant la guerre. J'ai grandi là, j'ai été à l'école là, j'ai fait mes études là, j'ai fait les hôpitaux de Paris en long, en large et en travers. Oui, je me sens vraiment parisien. Sans aucune honte de l'être. Communiste, c'est plus difficile à expliquer. Disons que je ne le suis évidemment pas au sens de la place du colonel Fabien. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment le mot et l'idée du communisme sont en train de sortir du placard où ils ont été enfermés depuis 30-40 ans. Le communisme était quelque chose d'à la fois honteux et terrifiant. Aujourd'hui, oui, je crois que c'est le seul mot qui fasse que je m'intéresse à la politique. Le communisme au sens de mise en commun. Par exemple, je suis en train de travailler avec un ami israélien qui s'appelle Eyal Sivan, réalisateur de documentaires. Je suis en train de travailler avec lui à un livre qui s'appellera L'État commun entre le Jourdain et la mer. L'État commun, la mise en commun de cet espace. Pas la partition, mais le partage. Voilà une façon de se définir communiste. Mettre les choses en commun. Et optimiste, oui, alors là, sûrement. Mais je pense que c'est peut-être la ligne de partage la plus claire entre la droite et la gauche. Si on est pessimiste, qu'on dit de toute façon, oh là 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 là, au point où on en est, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à faire, rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À ce moment-là, ça c'est vraiment la meilleure manière d'être de droite. Il n'y a rien à faire. Donc, bien sûr qu'on aimerait bien ce que vous dites, ça serait évidemment formidable, mais c'est pas possible. Donc moi je suis pas du tout comme ça. Et les gens qui disent Paris c'est fini, non. C'est un autre Paris, mais ça a toujours été vrai. Ça a toujours été un autre Paris qui a gagné en
en muscles et en énergie mentale sur le Paris vieillissant. Et à toutes les époques, ça s'est produit, ça. Et pourquoi notre époque serait-elle différente? Il n'y a aucune raison. Donc, moi j'ai bon espoir. La seule chose qui est agaçante, c'est d'être un peu vieux, quoi. Parce que les choses se font, mais pas forcément très vite. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et pour finir cet entretien, je voudrais vous interroger l'éditeur qui fait vivre avec une équipe et un comité éditorial depuis plus de 10 ans les éditions de La Fabrique. Plus de 100 titres publiés. Alors c'est pas un regard rétrospectif sur lequel je voudrais que vous portiez, mais c'est plutôt sur les livres à venir. C'est où qu'il faut que vous portiez, que l'histoire de La Fabrique doivent porter leur regard et leur attention, et sur quel champ faut-il livrer les prochaines batailles? Je dirais, bon, on a plusieurs lignes, hein. La philo, l'histoire, le Moyen-Orient, la politique du livre. Il y a deux choses qui sont difficiles. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais il y en a deux qui sont particulièrement difficiles. La première, c'est de faire des livres qui ne soient pas un état des lieux, qui ne soient pas un constat de plus. Parce que l'état des lieux, il est fait, il est archi fait. Ceux qui veulent savoir, ils ont tous les moyens de savoir. Ceux qui ne veulent pas savoir, tant pis pour eux. Donc l'état des lieux, si je reprends l'exemple de la Palestine, un énième livre sur les souffrances du peuple palestinien, c'est pas la peine. Parce que, encore une fois, il y a eu beaucoup de livres, d'articles, de films, il y a eu beaucoup de documentation là-dessus, et c'est pas en faisant un de plus qu'on convaincra une personne de plus. En revanche, il faut faire des livres, je crois, qui soient des propositions, qui soient des livres qui ont un potentiel offensif et non pas défensif sur l'état des lieux. Et le plus difficile, au fond, aujourd'hui, la deuxième chose la plus difficile, c'est de trouver des auteurs qui puissent faire des livres, comme je dis, qui soient des livres offensifs sur la situation française actuelle. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de thèmes qu'on aimerait voir traités et les auteurs, pas facile à trouver, parce que souvent, d'abord déjà nous ne travaillons quasiment plus avec les universitaires, parce que les universitaires, il y a une telle sélection politique maintenant que les jeunes universitaires, ils sont formatés Sciences Po, formatés pensée officielle. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, Michel Foucault, il serait professeur à Clermont-Ferrand, ce qu'il a été d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Il serait resté professeur à Clermont-Ferrand. Des gens comme, même des gens qui ont fait carrière à l'époque, qui sont toujours très actifs aujourd'hui, des gens comme Badiou, comme Rancière, des esprits qui n'ont jamais cessé dès leur jeunesse d'être des esprits offensifs et non conformistes. Aujourd'hui, ils n'auraient pas été ils ont fini professeurs à l'université, professeur plein pot. Aujourd'hui, c'est exclu. C'est exclu. Dans ces disciplines-là, la philo, l'histoire, je ne sais pas dans les sciences dures, dans les sciences exactes, je ne sais pas s'il en est de même, mais dans les sciences qui sont litigieuses, il y a une sélection politique totale. Donc voilà, la difficulté, c'est de faire des livres offensifs sur notre situation, là où qu'on est en France, là aujourd'hui, parce que si on prend des jeunes, des précaires, nous on ne peut pas payer à La Fabrique, on ne peut pas payer des avaloirs qui les font vivre pendant les 2 ans qu'il faut pour faire cette enquête, ce travail, cette réflexion. Nous, nos avaloirs, c'est... Quand on a payé 2 ou 3 000 euros d'avaloir, on considère qu'on a fait un effort particulier. Avec 2 ou 3 000 euros, aujourd'hui, on ne peut pas manger pendant 2 ans. Donc toutes ces choses-là sont problématiques. Mais autrement, ça va. Ça va grâce à la librairie indépendante. Parce que la presse, on n'en a pas. Très peu. Un peu la radio. Ouais. La radio est un espace de liberté. Pour nous,
Pour la fabrique, on a des amis fidèles qui nous invitent et on parle de nos livres, ou on envoie les auteurs parler de leurs livres. La presse écrite, très peu, très peu. Donc notre oxygène, la manière qu'on a de répandre les livres que nous fabriquons, que nous publions, c'est la librairie indépendante, qui nous aime dans l'ensemble. Les libraires nous aiment bien. Enfin, pas seulement la fabrique, ils aiment bien aussi les collègues qui font le même genre de livres, à Gaulle, Amsterdam, les Prairies Ordinaires, tous ces amis d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une amitié entre ces différentes maisons. Et ces gens-là sont soutenus à mort par la librairie indépendante.